50 ans d'existence, l'IRIC a formé de nombreuses générations de diplomates et cadres des administrations publiques nationales et internationales qui participent avec bonheur à la conduite de la diplomatie mondiale. L'IRIC reste et entend le demeurer. Sauf au lieu de rencontre où se forme l'essentiel de la diplomatie africaine. C'est d'ailleurs la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, dans la marche du Cameroun qu'il conduit inlassablement et sereinement. En outre, l'Institut offre des sessions de formation spécialisées en partenariat, notamment en droits de l'homme, avec l'Institut international des droits de l'homme et la Fondation Nécassan, en droit international avec l'Académie du droit international de la Haye, en lutte contre les trafics humains avec l'École supérieure Sainte-Anna à Pise. Il y a quelques jours, très exactement le 15 novembre 2021, l'IRIC a été choisi, tel que je l'ai indiqué plus haut, pour accueillir le prochain cycle régional du programme de chaires de l'Organisation mondiale du commerce. Mesdames et messieurs, évoluant dans un contexte international marqué par les mutations qui s'effectuent à un rythme accéléré et qui lui impose une adaptation conséquente, l'IRIC œuvre inlassablement pour s'affirmer non seulement comme un laboratoire spécialisé dans l'analyse des relations internationales dans tous ces différents champs, mais aussi à la matérialisation de la technopole des sciences sociales conduite par le recteur de notre université de Yaoundé. C'est cette posture qui lui offre l'initiative d'organiser aujourd'hui ces agapes intellectuelles. C'est donc le lieu pour moi de préciser, pour m'en féliciter, que la tenue de cette importante réflexion que nous allons conduire pendant 3 jours est le résultat d'une synergie regroupant d'une part l'IRIC qui vous accueille et d'autre part ses partenaires institutionnels et commerciaux. Mesdames et messieurs, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire des négociations au sein de notre organisation. Cela prouve, s'il en était besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. Par ailleurs, les pleins effets de la zone de libre-échange continentale, qui n'est qu'un des jalons du processus de notre intégration économique, ne seront obtenus que le jour où l'union douanière, prévue pour 2019, le marché commun africain, qui doit être mis en place en 2025, et l'union monétaire, prévue pour 2030, seront une réalité. Ils ne seront obtenus que si nous mettons en œuvre la vision, les aspirations et tous les objectifs de l'agenda 2063. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour optimiser les effets positifs de la ZLECAf. L'optimisation de ces effets positifs ne sera obtenue que si les protocoles déjà signés sur la libéralisation du commerce des marchandises, des services et sur le règlement franc sont accompagnés d'accords actuellement en cours de négociation sur les investissements, sur la concurrence et sur la propriété intellectuelle. Comme vous le savez, cette vision et ces aspirations sont traduites en objectifs, domaines prioritaires, cibles et actions à mener à travers les plans décennaux, dont le premier est le plan décennal 2013-2023. La zone de libre-échange continentale africaine, un des domaines prioritaires de ce premier plan, est désormais un acquis obtenu à mi-parcours de son exécution. Ce premier plan décennal a prévu 11 autres projets phares qui reposent sur les infrastructures, conformément au plan de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, sans infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, industrielles, agricoles, énergétiques et télécommunications. La zone de libre-échange continentale africaine serait une coquille vide. La réalisation de tous ces plans et programmes permettra d'élever le niveau des exportations intra-africaines, estimé actuellement à moins de 15% de l'ensemble des exportations africaines. Les perspectives sont donc bonnes pour nos pays et notre continent, bien que les menaces terroristes, les menaces des organisations criminelles
ainsi que les conflits intercommunautaires soient susceptibles d'hypothéquer l'avenir. Il s'agit là de menaces stratégiques qui peuvent, en l'absence de réponse appropriée, constituer des freins à l'épanouissement de cette ambition. Nous devons agir vite pour atteindre toutes les cibles prévues dans le secteur de la paix et de la sécurité et mettre en œuvre toutes les stratégies déjà identifiées. Mesdames et messieurs, on peut tout naturellement se poser la question de savoir quel est l'apport des lyriques. En effet, depuis 50 ans, lyrique se consacre et se dévoue à cette noble mission. Sa contribution est perceptible en 3 dimensions. L'enseignement des processus d'intégration en Afrique et dans le monde, la recherche relative et l'organisation des manifestations scientifiques. S'agissant de l'enseignement, l'IRIC s'est doté, il y a une dizaine d'années, d'un département, celui de l'intégration régionale, qui porte le présent colloque. La philosophie qui sous-tend l'ensemble de cette dynamique est de faire de l'Institut un vecteur important de diplomatie et de développement. Nous pouvons citer à titre d'illustration des modules tels que droit de l'Union africaine, droit des communautés économiques et régionales africaines, organisation internationale que dispensait le professeur émérite Laurent Zang, à qui je rends un vibrant hommage. Relations internationales africaines, théorie économique et pratique de l'intégration, management des institutions communautaires et bien d'autres, pour ne citer que cela. En ce qui concerne la recherche, près d'un demi-millier de travaux ont été effectués, qu'il s'agisse des publications, des soutenants de travaux de DES, master ou doctorat dans le domaine de l'intégration régionale. Quant aux manifestations scientifiques en faveur de ce processus d'intégration, l'IRIC n'a pas attendu ce jour pour enclencher une réflexion profonde sur l'objet de ce colloque. Beaucoup de conférences, séminaires et autres ateliers ont été organisés. Le 22 avril 2019, l'IRIC a eu l'insigne honneur d'accueillir dans son campus son Excellence Vera Song, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ici même, dans ce mythique amphi 250. Elle a délivré une importante communication sur la zone de libre-échange continentale africaine et l'économie numérique. 3 ans plus tard, la réflexion se poursuit et s'approfondit. Mesdames et messieurs, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est l'un des événements importants dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA, aujourd'hui Union africaine. Il s'agit là d'un événement qui redonne l'espoir dans la construction d'une Afrique unie et prospère. C'est un important rendez-vous que se donne l'Afrique à l'Institut des relations internationales du Cameroun, de l'Université de Yaoundé. Par sa vocation panafricaniste, l'IRIC voudrait être le porte-étendard de cette vision économique et intégrationniste du continent. Enfin, je m'empresse de réitérer à tous mes souhaits de bienvenue et un agréable séjour à l'IRIC. Une fois de plus encore, sentez-vous à l'aise. Vive l'IRIC, vive l'Université camerounaise, vive la coopération internationale, vive l'intégration régionale, vive le Cameroun et son illustre chef, son excellent Paul Biya, architecte d'un Cameroun moderne et prospère, apporte d'une Afrique de plus en plus intégrée. Je vous remercie de votre aimable attention. I would like to welcome Professor Ifo Manden, Head of the Department of Integration and Cooperation for Development, RIC, for his introductory remarks. Now, Professor. Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le secrétaire général, représentant personnel de son Excellence
Eugène Mela, ministre de l'Action extérieure du Cameroun. Les Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique. Excellences, Monsieur Wampile Mene, secrétaire général de la ZENICAF, représenté ici par une délégation composée de Monsieur Peter Teworno, senior advisor, chef de délégation, et de Madame Kabo Balakissa, senior legal officer, dispute settlement body du secrétariat général de la ZENICAF. Excellence, Monsieur Gilberto Dapieda Verissimo, président de la commission de la communauté économique et monétaire, communauté économique des États d'Afrique centrale, CAC, qui est en ligne, parce qu'il va intervenir tout à l'heure, il va participer à sa communication tout à l'heure en ligne. Excellence, Monsieur Albert Mouchanga, commissaire de l'Union africaine, chargé du développement économique, du commerce et de l'industrie, qui va nous entretenir cette fois-là demain à 11h sur l'état et les chantiers de l'intégration régionale en Afrique. Excellence, Monsieur le professeur Bénédicte Ourama, président de l'African Export-Import Bank, en abrégé Afeximbank, personnellement représenté ici par le docteur Hippolyte Fofak, chief economist and director of research and international cooperation de l'African Export-Import Bank, Monsieur Mesdames et Messieurs les vice-recteurs de l'Université de Yaoundé 2, Monsieur le directeur de l'IRIC, Monsieur le directeur adjoint de l'IRIC, Mesdames et Messieurs les directeurs honoraires de l'IRIC, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions partenaires, je voudrais citer ici le docteur Memphindi, qui représente le cabinet Memphindi, partenaire notamment de cet événement. Mesdames et Messieurs les enseignants en vos grades et titres de qualité, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif et technique de l'IRIC, distingués invités, chers étudiants. Pour commencer, je voudrais associer ma modeste voix à celle du directeur de l'IRIC pour vous souhaiter la bienvenue sur notre campus et pour ceux qui foulent du pied, n'est-ce pas, l'IRIC et son campus pour la première fois sur le campus africain, puisque nous considérons l'IRIC comme étant un campus africain, un rôle d'échange de savoir et de savoir-faire dans le domaine des études internationales entre l'élite intellectuelle africaine et diplomatique nationale et internationale, dans un monde en perpétuelle mutation. À titre de mémoire, il n'est pas inopportun de rappeler que l'IRIC est un établissement public d'études à caractère international relevant de l'Université de Yaoundé 2. C'est une institution née d'une idée lumineuse et avant-gardiste du chef de l'État en 1971, dédiée au service de la performance diplomatique des États africains et du Cameroun. Dans le cadre de nos notes introductives, nous allons essentiellement nous atteler à répondre à deux interrogations majeures. D'abord, la première interrogation, c'est pourquoi l'IRIC. La deuxième interrogation, c'est pourquoi ce colloque m'aide. S'agissant de la première question, il s'agit entre autres de justifier de l'opportunité de tenir ce colloque à l'Institut de relations internationales du Cameroun. Relativement à cette question, deux anticipations réflexives sont possibles eu égard aux missions statutaires de l'IRIC et au contexte d'émulation scientifique mise en place par les hautes autorités politiques et académiques du Cameroun. D'abord, le colloque s'inscrit dans les missions statutaires de l'IRIC, un institut au service de la performance, je le disais tantôt, diplomatique et stratégique des États africains. À ce titre, l'Organisation de l'Unité africaine n'avait pas tardé en son temps à lui reconnaître un statut privilégié d'observateur de relations internationales africaines, en raison du rôle joué à l'époque dans la réflexion sur les grands dossiers africains. C'est ce statut que l'IRIC entend conforter en conviant à Yaoundé sur son campus
autour d'un banquet scientifique dédié à un sujet éminemment important, un sujet de l'heure, soit sur la zone du libre-échange continentale africaine et son impact potentiel et supposé sur l'intégration régionale en Afrique. En faisant de l'Institut le lieu où se discutera notamment cette thématique, l'Institut conforte sa place de pôle régional d'excellence en matière de formation diplomatique et au métier de l'international, mais surtout son statut de laboratoire à visée des relations internationales et de think tank dévoué à l'émergence d'une pensée stratégique et prospective africaine. Ensuite, le colloque a été rendu possible par le contexte d'émulation scientifique qui fait de l'Université de Yaoundé 2 un des piliers majeurs de la réflexion sur l'élaboration et l'évaluation des politiques de développement. Il va sans dire que ce colloque se tient dans un contexte favorable, rendu possible par la réforme universitaire camerounaise intervenue dans les années 90, qui consacre la professionnalisation et le paradigme de la compétence et de l'éducation utile. L'IRIC, pour sa part, soit sous l'encadrement de ses tutelles respectives, s'attelle ardemment à mettre en œuvre cette composante essentielle de la nouvelle gouvernance universitaire portée par le chef d'État. Ce contexte politique a rendu possible de grandes ambitions pour notre université. C'est le lieu ici de remercier notre recteur, le professeur Adolphe Minkwaché, qui, à travers son projet, qui est celui de faire de l'Université de Yaoundé 2 un technopôle des sciences sociales, encourage des passerelles bénéfiques entre la science et le monde de la politique, en promouvant des initiatives qui offrent l'opportunité de poser les bases du futur du commerce intellectuel entre les politiques et les universitaires. Ce colloque s'inscrit donc dans cette perspective. Parlant de ce contexte favorable, c'est le lieu de remercier M. le directeur de l'IRIC, qui ne ménage aucun effort pour faire de l'IRIC une destination académique et scientifique régionale et internationale. Monsieur le directeur, soyez-en remerciés. Merci pour ce que vous faites pour l'internationalisation de l'IRIC et pour votre ambition, qui est celle, n'est-ce pas, de faire de l'IRIC l'une des plus grandes destinations académiques et diplomatiques du monde, sous le leadership bienveillant de son Excellence Monsieur le ministre des Relations extérieures, le jeune Belabé. Enfin, nos remerciements, pas les moindres, vont à l'endroit du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendolo, qui a contribué à rendre ce colloque possible en nous nommant il y a quelques mois seulement chef des départements de l'intégration et de la coopération pour le développement. C'était le 19 mars 2020. Je voudrais remercier également M. le ministre du Commerce qui nous a soutenus tout au long de cette initiative et nous lui disons, nous le considérons à la suite du directeur comme étant un membre de la communauté héritière. Quant à notre second questionnement, relativement au pourquoi ce colloque maintenant, je commencerai par dire que l'IRIC ne fait rien d'autre que de s'inscrire dans des rituels académiques et intellectuels classiques. Ces rituels consistent, en quelque sorte, à inviter et à rassembler les pairs autour d'une thématique d'importance qui incite à la discussion et dans l'optique d'observer les contours, dans le cas d'espèce, les enjeux et les contraintes d'une finalité à visée stratégique et prospective. L'écart est ainsi le fruit de la nécessité pour les dirigeants africains d'établir des règles claires, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir le commerce des marchandises et des services, la politique de concurrence, l'investissement et la prospérité et la propriété intellectuelle entre les États partis, en résolvant les problèmes posés par les régimes commerciaux qui se chevauchent afin d'assurer la cohérence
politiques, notamment dans les relations entre les parties tierces. La ZLECAf a pour objectif principal de créer un marché unique des biens et services pour faciliter non seulement la libre circulation des marchandises, mais aussi celle des personnes et des investissements, et de jeter les bases d'une union douanière continentale avec pour leitmotiv d'approfondir l'intégration économique de l'Afrique. En effet, son plan de mise en œuvre est construit autour des États membres qui entreprennent avec succès des activités et des programmes pour améliorer 7 groupes d'actions prioritaires identifiés par le plan d'action de l'Union africaine visant à stimuler le commerce intra-africain, à savoir, premièrement, la politique commerciale, deuxièmement, la facilitation du commerce, troisièmement, la capacité de procédure, en quatrième lieu, l'infrastructure liée au commerce, en cinquième lieu, le financement du commerce, sixièmement, l'information commerciale et pour terminer, l'intégration des marchés des facteurs. Au demeurant, je dirais qu'il s'agit d'un projet dont l'Afrique est le bénéficiaire exclusif et qui honore le Cameroun à travers l'IRIC, en lui permettant de servir aujourd'hui de cadre de réflexion au présent colloque international. Eu égard à ce qui précède, je voudrais me féliciter du choix porté sur cette thématique qui, je le souhaite vivement, donnera lieu à de brillantes présentations et à des échanges constructifs pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde entier. Par conséquent, j'ai la conviction que l'apport du présent colloque international sera significatif pour différentes catégories d'acteurs, à l'instar des chercheurs, des diplomates, des acteurs institutionnels, des opérateurs économiques, des étudiants, etc., dans la perspective de relever ensemble le défi de l'intégration régionale en Afrique par les échanges commerciaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier infiniment l'Institut des Relations internationales du Cameroun qui a su régulièrement impliquer le ministère des Relations extérieures à l'organisation du présent colloque international en nous faisant l'honneur d'assurer son haut patronage. Je voudrais vous féliciter pour cette brillante initiative qui vise à faire connaître davantage à nos concitoyens l'agenda 2063 par le biais d'un de ses projets phares, à savoir la zone de libre-échange continentale africaine. Vive l'IRIC, Institut des Relations internationales du Cameroun, creuset de la formation et de la diplomatie africaine. Vive le Cameroun et son ministre-chef, son Excellence Paul Biya. Vive l'Union africaine et l'intégration régionale. Je vous remercie de votre attention. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour préparer l'intervention de Monsieur le ministre du Commerce, je voudrais une fois prier le cœur des internationalistes pour une courte pause musicale. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le privilège d'introduire M. Luc Bagloire-Bagloire-Tagana, ministre du Commerce, pour son intervention sur la ZLECAf, vue du Cameroun, une opportunité à saisir dans la perspective de notre projet d'émergence. Monsieur le ministre du Commerce procédera également à l'ouverture de ce présent colloque. Monsieur le secrétaire général du ministère des Relations extérieures, représentant son Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur de l'IRIC, Monsieur le représentant du commissaire en charge du développement économique, du commerce et de l'industrie de la Commission de l'Union africaine,
Monsieur le représentant du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le représentant du président de la Bank, Monsieur le président du comité scientifique du colloque, Monsieur le directeur scientifique du colloque, Mesdames et Messieurs les professeurs de l'IRI, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les étudiants et stagiaires, vous me permettrez de dire un chaleureux merci à Monsieur le directeur de l'IRI pour son aimable invitation. J'ai été heureux de toucher Monsieur le directeur de cette marque de délicate attention en loi. Je suis d'autant touché que vos propos m'ont été droit au cœur au propos de ce jour. Faites de moi un membre de la grande famille de l'Église. J'accepte volontiers. Monsieur le directeur d'Éric, je voudrais du fond du cœur vous féliciter pour l'initiative de ce colloque et surtout son thème. Vous-même, à votre suite, le directeur scientifique du colloque, vous avez développé des raisons de ces assises. Je voudrais peut-être, Excellences, Mesdames et Messieurs, aller plus loin et parler du contexte. Il ne vous échappe pas, il ne vous aura sûrement pas échappé, aux uns aux autres, que le monde est en proie à des turbulences d'une amplitude rarement vue depuis la survenue de la pandémie du Covid-19. Des turbulences économiques et commerciales caractérisées par une dérégulation sans précédent des chaînes d'approvisionnement des marchés internationaux et des risques avérés de ce que, en d'autres circonstances, j'ai qualifié de cataclysme social. À la suite de la pandémie, il est aujourd'hui difficile. C'est pratiquement une prouesse aujourd'hui de pouvoir s'approvisionner sur le marché international en produits de grande consommation. La flambée des prix est telle que difficilement l'on trouverait les moyens de s'acquérir, d'acquérir sur le marché international les produits dont on a besoin. Imaginez-vous, en 12 mois seulement, les cours non seulement des matières premières, mais également des produits de grande consommation ont flambé. Et quand je dis flambé, le mot est faible. Les produits que nous consommons généralement et que nous importons ont connu des hausses de prix qui vont pour les plus faibles à 30% et au-delà 200%. Quand vous le comparez au pouvoir d'achat des populations, ça devient une véritable gageure. Mais si cela ne s'arrêtait qu'au prix des produits, mais vous y ajoutez les contraintes de transport. En 12 mois également, les taux de fret maritime, le
transport maritime entre les pays d'importation et d'exportation, c'est selon, et nos marchés, les taux se sont accrus de 200 à 400%. C'est inédit, c'est extrêmement grave. Et cela amène à s'interroger, cela nous pousse à la réflexion. Comment faire pour le futur, pour approvisionner nos marchés? Comment faire pour le futur? Quand je dis le futur, c'est même déjà le présent. Pour éviter des crises sociales dans nos pays, pour éviter des crises alimentaires dans nos pays. C'est un vrai questionnement. Et c'est peut-être un fait du hasard, monsieur le directeur, mais c'est heureux que, précisément, votre colloque intervienne à ce moment qui devra aller au fond des choses. Comment organiser les chaînes d'approvisionnement en Afrique pour le marché africain, pour les populations africaines? Je vais vous prendre une spéculation extrêmement importante, le blé, c'est-à-dire c'est le pain que nous mangeons au quotidien, c'est les beignets que nos populations à la base consomment. Comment allez-vous trouver le blé sur le marché international? Les pays fournisseurs, pour des raisons qu'on peut comprendre, ont mis en place des politiques protectrices par rapport à leur propre population, en mettant en place des quotas à l'exportation, et plus grave, en instituant des taxes à l'exportation. D'autres États, sur d'autres spéculations, se constituent aujourd'hui des réserves extrêmement importantes. Donc on s'interroge à quoi vont servir ces réserves, parce qu'elles vont au-delà des besoins de leur population. Cela conduit à une espèce de strangulation des populations qui, malheureusement, dépendent de l'extérieur pour manger, dépendent de l'extérieur pour tout simplement assurer leur survie. Et donc, quelque chose qui interpelle l'Afrique. L'Afrique est un continent qui est doté de tant de potentialités, mais qui, bien malheureusement, continue d'importer massivement des produits qui pourraient être fabriqués sur place. Votre colloque, donc je le dis, permettra, je le souhaite, de creuser cette problématique, la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des importations. Évidemment, il n'est pas question de vivre dans un monde clos, c'est passé, mais enfin, vous l'avez relevé, les échanges intra-africains sont de l'ordre de 16% seulement, alors qu'ailleurs, on va au-delà des 65, 70, 80%. L'Afrique a besoin de s'intégrer. L'Afrique a besoin de se réconcilier avec elle-même. C'est donc une problématique, me semble-t-il, fondamentale qui nous interpelle, nous Africains. Nous devons prendre conscience de notre force. Nous devons prendre conscience de notre poids. La zone de libre-échange continentale africaine, puisque c'est le sujet du jour, c'est un marché de 1,3 milliard de consommateurs, juste un poil en dessous de la Chine ou de l'Inde.
Mais il ne faut pas regarder le problème de manière statique. Il faut pouvoir se projeter. D'après les prévisionnistes, l'Afrique, à l'horizon 2050, c'est-à-dire demain, l'Afrique sera 2 milliards 500 millions de consommateurs, soit le plus vaste marché au monde. L'Afrique, par conséquent, se présente comme une opportunité. Et cette opportunité doit être celle des Africains. Opportunité pour nos créateurs de richesse. Opportunité également pour nos populations. C'est un peu la théorie des cycles là, qui va se dessiner en Afrique. Parce que d'aucuns ont tendance à dire, mais de manière facile, que l'avenir c'est en Afrique, que le prochain cycle de développement c'est en Afrique, mais c'est une réalité quand on examine ces données. Encore faut-il donc que nous en prenions conscience. Encore faut-il que vous, les penseurs, les cogiteurs, que vous aidiez et les dirigeants et les populations à prendre conscience de ce que l'Afrique n'est plus le maillon faible, mais plutôt le maillon fort de demain. Et demain se prépare aujourd'hui. C'est, me semble-t-il, monsieur le directeur, monsieur les participants à ce colloque, sinon l'intérêt central, mais en tout cas, l'un des pôles d'intérêt de la réflexion que vous allez mener pendant 3 jours. Il est souhaitable également, en profitant de ces assises, de cette opportunité, que vous qui êtes des penseurs, des inspirateurs, des dirigeants, il est important, me semble-t-il également, que pendant vos travaux, que vous vous interrogiez et que vous apportiez votre part de réponse à la question fondamentale du multilatéralisme. Ce n'est un secret pour personne. Le multilatéralisme en crise. Vous avez évoqué, monsieur le directeur, le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, le dernier cycle dont les négociations se poursuivent sans fin. C'est le cycle de Doha 2001, généreusement baptisé le cycle du développement. 2001, nous sommes rendus à 2021. Il faut s'interroger sur le bilan. Maigrichons. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment ou l'occasion également donc de s'interroger sur le sens du multilatéralisme? J'aime bien renvoyer aux origines pour en appeler à cette espèce d'aggiornamento nécessaire, ce retour aux sources indispensables. Souvenez-vous de Kennedy Rand, qui a instauré le multilatéralisme. Qu'est-ce qu'il disait? Son objectif, l'objectif assigné au multilatéralisme était de promouvoir le développement par le commerce. J'insiste dessus, promouvoir le développement par le commerce. À quoi assiste-t-on aujourd'hui? À la course vers les parts de marché. C'est qui dominera le monde, c'est qui assoira
super puissance sur les autres en s'accaparant les plus grandes parts de marché. C'est cela le débat aujourd'hui. Donc on est sorti de l'objectif. Et il n'est pas étonnant que, évidemment, on en arrive à des passes actuelles. Mais il faudra bien en sortir. Ça pourrait être à partir de ce colloque international de Yaoundé. Ça pourrait partir du Cameroun. Cet appel, c'est mon vœu le plus cher, que vos travaux se terminent peut-être par un appel au sursaut. Un appel à un retour aux sources du multilatéralisme en vue d'assurer le développement de nos États et le bien-être de nos populations. Sinon, ça n'a aucun sens d'échanger juste pour accumuler en laissant les populations dans le désarroi. Si cela pouvait venir de Yaoundé comme la zone de libre-échange continentale dont nous parlons, donc on peut dire, sans beaucoup se tromper, que la SLECAF a certainement été lancée quelque part au Cameroun. Je vous renvoie à cet égard au discours subliminal du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le 17 janvier 2011, à l'ouverture du comice agro-pastoral des Bolova. Le chef de l'État nous exhortait alors à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. L'état actuel du marché nous enseigne que ce furent des paroles prophétiques. L'Afrique a emboîté le pas. Chef d'État de gouvernement de l'Union africaine ont emboîté le pas quelques années plus tard. Ce qui aboutit à la signature le 21 mars 2018 de l'accord de Kigali qui crée la zone de libre-échange continentale africaine et qui a pour socle cette époque, qui avait pour socle, et cela demeure, produire pour l'Afrique, consommer africain. Exactement ce que le chef de l'État avait dit 7 ans plus tôt, donnant donc, traçant la voie, le sillon pour cette intégration régionale en Afrique. Mesdames et messieurs, les chercheurs, les étudiants, les penseurs, nous devons nous dire une chose: l'intégration régionale n'est plus une faculté, n'est plus facultative. C'est une contrainte, c'est une exigence. Si nous voulons sauver, vraiment c'est sauver notre pays, sauver notre continent, sauver nos populations, on n'en peut plus. Alors, je voudrais vous inviter à beaucoup de sérieux. Je voudrais vous inviter à la profondeur dans vos réflexions, dans vos échanges. Je voudrais que ce colloque soit une référence pour l'Afrique. Je voudrais que ce colloque serve également aux travaux en cours à venir à l'Organisation mondiale du commerce
que nous pensions à partir de Yaoundé, sur la base de Yaoundé et lyrique, le multilatéralisme du futur. C'est donc sur cette exhortation, mesdames et messieurs, que je voudrais, humblement au nom de M. le ministre des Relations extérieures, déclarer ouvert le colloque de Yaoundé sur la zone de libre-échange continentale africaine et la dynamique de l'intégration régionale en Afrique. Je vous remercie. Qui crée donc cette zone de libre-échange continentale africaine. C'est un marché, comme ça qu'il faut le comprendre. C'est un marché unique, sans entrave, sans barrière. Un marché de 1 milliard de 300 millions de consommateurs, juste un cran en dessous de la Chine ou de l'Inde. Mais c'est surtout parce qu'il faut se projeter, il faut toujours regarder en prospective. C'est un marché de 2,5 milliards à l'horizon 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans, le plus grand marché au monde. C'est donc une opportunité pour l'Afrique, non simplement de faire des affaires, mais de se développer. De se développer en intensifiant les échanges entre nous, en sortant de la dérive. Je dis bien la dérive, actuelle du multilatéralisme qui a conduit à une lutte pour des parts de marché, sortant de l'objectif qui est celui de la promotion du développement. Je renvoie vraiment, j'insiste dessous sur cette nécessité d'un recentrage, d'un retour aux sources du multilatéralisme qui avait pour ambition de promouvoir le développement par le commerce. Il ne s'agissait pas de promouvoir le commerce. Aujourd'hui, c'est la promotion du commerce. Donc, en reprenant les choses en main, nous allons enfin pouvoir impulser le développement de nos États. Et en cela, c'est une opportunité. C'est aussi une opportunité, comme nous enseigne le contexte actuel, qui est lié à la pandémie du Covid-19 et qui s'est traduit par une dérégulation comme on n'a jamais vu des chaînes d'approvisionnement des marchés internationaux. L'Afrique en est la première victime. Les prix ont explosé. Le transport maritime est devenu une gageure, une impossibilité. Et il nous faut lutter d'arrache-pied, jour et nuit, pour pouvoir assurer l'approvisionnement élémentaire de nos populations parce que nous sommes dépendants de l'extérieur. Alors que si nous avions notre marché, nous échangerons entre nous dans la transparence la plus totale. Donc la ZLECAf également, c'est un élément de transparence dans les marchés et c'est bienvenu. Et Monsieur le ministre, en quoi est-ce que ce colloque peut être important ou alors modifier la qualité de l'opérationnalisation de cette... Le colloque, c'est l'occasion donc d'une cogitation, d'un partage de réflexions. Le colloque, c'est également des conclusions qui seront portées à l'attention, à l'examen des décideurs politiques. Le colloque, c'est des orientations utiles. Parce que vous savez, les politiques, ils ont le nez sur le guidon, n'ont pas toujours le recul nécessaire pour réfléchir, pour se projeter. Or là, nous avons la chance d'avoir des universitaires, des penseurs, des chercheurs qui vont donc pouvoir nous donner ces orientations nécessaires qui éclaireront les choix politiques devenus aujourd'hui indispensables pour le développement de notre continent et pour la survie de nos populations. Et je voudrais donc, j'en profite pour, une fois encore, remercier le directeur de l'IRIC pour cette heureuse initiative qui, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, votre colloque arrive à point nommé.
Mr. Minister, just a word in English. Yes. What is the value of a conference like this for the effective implementation of the African Continental Free Trade Area? First of all, I want to say that African Continental Free Trade Area is an opportunity to assume the development of our continent, of our countries. At the same time, everyone is aware of the international economic crisis, which implies, the shortage of supply in main product we consume, because we are depending on the other market, external market. With an African integrated market, we'll be able to supply our market, our population, without any speculation, with just one objective, the development of our countries. And this is the objective, the first objective of multilateralism. It was to promote the development through the trade. It was not to promote the trade. Now, people are fighting just to promote the trade, to win, share of market. It's not acceptable. It cannot continue. Thank you, sir. Est-ce que la zone de libre-échange continentale africaine sera une réalité? Je vous remercie pour cette question. Avant tout, je voudrais remercier le directeur de l'IRIC pour l'initiative qu'il a prise d'organiser ce colloque. Et comme vous avez pu le constater, c'est un colloque qui réunit des personnalités de très haut rang. En conséquent, les débats qui vont suivre après l'ouverture tout à l'heure seront incontestablement d'un haut niveau et enrichissants. Pour répondre à votre question, je dirais que ce colloque, l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, a sa raison d'être. Elle permet aux Africains, à l'élite, à l'intelligentsia africaine, de mieux s'imprégner encore de cette notion, de ce qu'est la zone de libre-échange continentale africaine. Et le souhait que je formule à l'endroit de ce colloque qui se tient, c'est qu'à l'issue de celui-ci, les conclusions qui suivront, les recommandations, et ça c'est un clin d'œil que je lance à l'Union africaine, que ces recommandations ne soient pas lettres mortes, qu'elles soient prises en considération et qu'au niveau de l'ensemble des États africains, celles-ci soient exploitées de façon à ce que la jeunesse d'aujourd'hui, qui est appelé à diriger notre continent dans le futur, puisse s'en imprégner et que dès le collège, les lycées, universités, on puisse enseigner cette notion de zone de libre-échange continentale. Que l'on sache ce que c'est, que ce ne soit pas seulement un vain mot, qu'il y ait une maîtrise totale de la part de nos jeunes d'aujourd'hui qui, demain, seront appelés à diriger ces États africains. Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Hippolyte. You are representing the Afri-Exim Bank. How does the Afri-Exim Bank see the African Continental Free Trade Area in the development of the continent? Thank you very much, and I would like, on behalf of President Rama, to actually thank the Cameroon government and IRIC for hosting such a timely event. And as you all know, and the bank has been heavily involved in the implementation of the AFCFTA, the African Continental Free Trade Area agreements, and for several reasons. It's quite clear to us that for decades, as you know, integration has been within this continent, both a means but also an end in itself. As you heard during the opening session this morning, it's become a survival thing for the continent. A survival thing not just from a political standpoint, in a world where we've seen multilateralism being challenged by more powerful nations, be it the US, China, or the European Union. It's become quite clear that unless Africa integrates, it will be difficult for them to have the bargaining power necessary
to actually take advantage of globalization, which is here to stay. That's the first thing. The second thing is also that we've not really gotten out of the Berlin Conference, which essentially fragmented African economies, making it difficult to draw on economies of scale to achieve long-term prosperity. So the African Continental Free Trade Area Agreement is an opportunity to transcend those artificial boundaries imposed by the Berlin Conference to create a unified market which will enable the continent to actually move from commodity dependency toward industrializations, production of manufactured goods, to boost intra-African trade, but also to effectively integrate the global economy, which, as you know, it's heavily dominated by manufactured goods, which account for more than 80% of world trade. Thank you very much. Thank you. Qu'est-ce qui justifie la tenue de ce colloque au sein même de votre établissement? Merci beaucoup. Je dois dire que la tenue de cet important colloque international de Yaoundé répond aux objectifs que nous avons assignés les plus hautes autorités de la République, à savoir faire de l'IRIC un laboratoire avisé des relations internationales et un think tank dédié à la pensée stratégique des questions internationales. Nous nous sommes dit, voilà, la plupart des pays africains, y compris le Cameroun, ont adopté des stratégies nationales de développement à l'horizon 2030-2035. Donc, les échanges interafricains représentent actuellement 15 à 16% en moyenne. Donc, cet organe nouveau, la ZLECAf, une réflexion peut être engagée au sein de l'Institut pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, à la disposition des décideurs, n'est-ce pas, des outils, n'est-ce pas, des outils stratégiques leur permettant de pouvoir mieux faire leur choix politique. Donc, c'était un peu ça le sens de ce séminaire et nous osons croire que les conclusions, n'est-ce pas, qui au terme de ce séminaire serviront, n'est-ce pas, aux décideurs des pays africains. Quelle perspective envisagez-vous pour l'avenir? Alors, le but notamment de ce colloque, il intervient, il faut le préciser, dans un contexte d'entrée en vigueur, notamment de la zone des libre-échanges continentale africaine. C'était le 1er janvier 2021. Et l'objectif pour un institut comme l'IRIC, qui est un observatoire des relations internationales, et un think tank, n'est-ce pas, au service de la pensée stratégique et prospective africaine, c'était de jeter un regard sur l'opérationnalisation de cet instrument, parce que c'est un instrument qui a été présenté en grande pompe comme étant, n'est-ce pas, ce nouvel instrument qui viendra booster l'intégration régionale. Il s'agissait alors pour l'IRIC, n'est-ce pas, d'éclairer ce processus en essayant de regarder le contexte d'émergence, dans quel contexte émerge-t-il, quels sont les problèmes qui jonchent son contexte d'émergence, quels sont les défis, quelles sont les contraintes, quel est le type notamment de politique à mettre en œuvre. Vous avez vu que c'est un instrument qui émerge dans un contexte de régime juridique concurrentiel. Nous avons les APE, nous avons l'OMC, nous avons un certain nombre de régimes juridiques anciens. Nous avons même à l'intérieur des communautés économiques aujourd'hui, n'est-ce pas, des zones de libre-échange. Comment ajuster ces zones de libre-échange avec la zone de libre-échange continentale africaine? Il faut essayer de trouver des articulations heureuses, de manière à ce que vraiment cet instrument ne puisse pas avoir des difficultés, n'est-ce pas, de mise en œuvre. Ça, ce sont des contraintes qui sont des contraintes juridiques, mais nous avons des contraintes politiques en termes de souveraineté. Nous avons des contraintes techniques en termes de, tout à l'heure on parlait, comment faire pour booster un marché. Puisqu'on nous dit que le nouveau paradigme, c'est l'intégration par le marché, mais le marché, c'est quelque chose qui est construit avec un certain nombre d'infrastructures, avec un certain nombre de mesures visant la facilitation du déplacement, des échanges, avec un certain nombre de structures de production, des structures de production qui sont adaptées aux besoins notamment de nos zones. Le ministre tout à l'heure nous a fait un exposé où il montrait bien.